Bonjour à tous, on est aujourd'hui en ce vendredi de nouveau sur le salon ProDurable à Paris, au Palais des Congrès de Porte-Maillot, et aujourd'hui je suis avec Daniel de l'entreprise de l'ESS Tenaka qui va nous présenter un petit peu ce projet et son expérience. Daniel, toi tu as un profil un peu atypique puisque tu es à la fois océanographe et journaliste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, déjà, merci beaucoup pour l'invitation au Ocean Common. Donc oui, j'ai fait un master de biologie marine à Villefranche-sur-Mer, c'était absolument fabuleux. Et puis ensuite, j'ai complété cette formation par une formation de journaliste scientifique. Parce qu'à l'époque, je voulais alerter surtout sur déjà les problèmes auxquels était confronté l'océan. Et puis, j'ai travaillé comme journaliste scientifique pendant de nombreuses années dans un magazine qui s'appelle Ça m'intéresse, où je gérais toutes les pages sciences. Et puis est venue l'envie de faire de nouveau, non plus d'alerter, parce que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui est maintenant assez large. Et donc, je me suis engagée auprès de Tenaka depuis 3 ans maintenant, 2 ans, pardon, 2 ans, pour restaurer, régénérer des écosystèmes marins. Parce qu'on peut réparer, moi j'en suis persuadée, et donc voilà, maintenant j'agis. Oui, c'est absolument essentiel et c'est justement le thème autour duquel on est réunis aujourd'hui, Love Regeneration, puisque on est tous ici convaincus de l'importance de ces actions directes sur l'environnement. Donc toi, tu as rencontré Anne-Sophie Roux, qui est la fondatrice de Tenaka en 2019, et vous avez depuis beaucoup progressé dans la vision de l'entreprise. Et toi, tu as aussi d'autres activités toujours liées à la préservation de l'océan. Oui, avec Anne-Sophie, on s'est rencontrés vraiment. Elle rentrait. Donc, Anne-Sophie était étudiante à Sciences Po. Elle avait fait une année de césure pour aller à la rencontre des premiers concernés par le réchauffement climatique en Asie. Pendant une année, même plus, elle a voyagé dans tous ces pays menacés par la montée des eaux. Et elle est rentrée en France et a monté, alors d'abord c'était une asso, et puis finalement elle a été incubée à Sciences Po, et c'est une entreprise sociale et solidaire, Tenaka. Et on s'est rencontrés à ce moment-là avec vraiment la même vision qui est d'amener les entreprises à jouer leur part en fait, et à participer à la restauration des écosystèmes. Et donc avec Anne-Sophie, on a été vraiment sur la même longueur d'onde tout de suite. Et puis moi j'ai eu l'intuition qu'on pouvait proposer au domaine du luxe notamment de s'investir, parce qu'ils ont des images de marque très fortes, ils ont évidemment des moyens, et que l'océan c'est le beau, les coraux c'est les bijoux de l'océan. Et donc on a fait notre premier partenariat avec un joaillier italien qui nous a permis de restaurer nos premiers hectares de mangroves en Malaisie. Qui est un site où Anne-Sophie avait passé beaucoup de temps à Tioman, sur l'île de Tioman, où elle avait rencontré justement des biologistes marins qui lui ont appris comment restaurer les récifs coralliens. Oui, mais nous aussi, chez Ocean Common, on est convaincus qu'on peut vraiment impliquer tout le monde dans cette activité de régénération, que ce soit les entreprises, les citoyens ou les décideurs. Donc totalement en accord avec cette vision. Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter un petit peu l'action de Tenaka en fait dans son ensemble, puisque c'est quand même une structure assez particulière? Oui, donc la spécificité de Tenaka, c'est que c'est une entreprise sociale et solidaire. Donc c'est pas une association. On est vraiment en train de parler business to business, avec le même langage que les entreprises. Et ce qu'on leur propose, en fait, c'est des programmes RSE sur mesure, avec une vraie mesure d'impact. Et pour ça, on a créé une plateforme qui s'appelle Tenaka Science, sur laquelle nos partenaires de terrain peuvent inscrire toutes les métriques, toutes les datas sur les opérations de restauration. Et donc le client a accès à cette plateforme
et peut suivre l'évolution de son projet de restauration mois par mois ou trimestre par trimestre, ça dépend des projets, et avoir un bilan RSE sur mesure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on construit avec lui au démarrage et qui lui permet soit d'engager ses collaborateurs. Par exemple, on travaille avec une grosse boîte de data et donc la plupart des collaborateurs sont assez jeunes, très ecological natives, très engagés et voilà, ils poussent leur boîte pour qu'elle fasse quelque chose, et donc là, c'est vraiment l'engagement collaborateur qui est important. Mais sur d'autres marques, ça peut être beaucoup plus marketing. Donc, par exemple, une collection d'un produit, d'un bijou créé sur mesure, enfin créé pour ce programme de restauration. Et ça permet donc après d'engager les clients et de leur dire, bah voilà, ce qui se passe sur le terrain quand vous achetez ce bijou. Voilà, là par exemple, j'ai un bijou bleu qui a permis de restaurer des hectares de coraux, et puis ce bijou vert, des hectares de mangroves. Et le client, il a un petit code. Il peut aller sur la plateforme Tenaka Science et voir, il a des vidéos, des sites, et puis on voit l'évolution, voilà, mois après mois. En fait, c'est aussi quelque chose que nous, on trouve très important, c'est d'impliquer l'esthétique en fait, dans l'action, et de ne pas se limiter à quelque chose de terrain qui en fait est relativement invisibilisé, et qui en fait les rendus seront relativement complexes une fois quand on n'a pas forcément la maîtrise scientifique que toi tu peux avoir par exemple. Donc impliquer les gens par l'esthétique et par quelque chose d'attrayant, c'est aussi quelque chose qu'on trouve très important chez Less Common. Vous avez un nom, Tenaka, qui a une sonorité exotique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom? Oui, alors c'est Anne-Sophie Roux qui a créé Tenaka et qui a trouvé ce nom justement dans ses voyages dans le Pacifique. Donc c'est un mot maori qui signifie l'action de connecter, de relier. Et donc nous, notre ambition, c'est de relier voilà, les entreprises, les assos sur le terrain et les populations locales. Parce qu'évidemment, les premiers bénéficiaires de ces actions, ce sont les populations locales. Donc nous, on a aussi tout un volet assez important de sciences humaines où on mesure l'impact sur les villageois, le retour du poisson, du tourisme, enfin plein d'impacts qui sont un peu moins peut-être faciles à appréhender, parce que c'est plus des questionnaires voilà, en sciences humaines. Et donc c'est vrai qu'avec Ocean as Common, on s'est retrouvé sur cette notion de l'unité, de lien, et on en parlait avec Catherine Chabot, qui est donc, présidente de Ocean as Common. Il y a un seul océan, tout est connecté, et donc une petite action, même sur une petite île en Malaisie de restauration de récifs corail ou ailleurs à La Réunion, on en reparlera, peut avoir un impact très 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 important, et c'est toutes ces petites graines de restauration qui feront que cet océan global qui représente quand même 71% de la planète et qui est unique, ira mieux. Et justement, tu parlais de la Malaisie, de la Réunion. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos terrains d'action, comment ils sont choisis aussi, puisque tu disais que c'était important. Alors donc, on travaille dans les zones côtières, évidemment, puisqu'on restaure des écosystèmes côtiers, donc des coraux, mais aussi des mangroves, et puis demain, on espère d'autres écosystèmes. Alors la Malaisie, j'ai expliqué pourquoi, c'est parce qu'Anne-Sophie Roux avait fait son voyage initiatique dans ce coin-là et a appris à plonger là-bas, voilà, et a appris à restaurer le corail tout de suite. Voilà, elle a plongé et fait de la plongée scientifique tout de suite. Et puis là, on a développé on s'est rapproché du ministère des Outre-mer pour amener notre savoir-faire et notre envie dans les territoires d'Outre-mer. Et là, le projet avec Ocean as Common, c'est de lancer un site de restauration à La Réunion. Voilà. Donc, au nord de La Réunion, dans une zone qui, a priori, pour l'instant, n'est pas menacée par le blanchiment des coraux, parce que, ça on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais effectivement, nous, on travaille dans des zones où les coraux ont une chance de se remettre. C'est-à-dire que c'est des coraux qui sont abîmés
par l'homme, par les tempêtes, mais pas par des épisodes de réchauffement climatique. Sinon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que, voilà, il faut agir là où ça aura un impact, d'où l'intérêt d'avoir ces métriques derrière, ces data, et de faire du suivi et aussi du suivi pluriannuel. Nous, on s'engage avec des clients que sur plusieurs années, parce qu'évidemment, on est sur le temps pas très très long, parce qu'un récif corallien, ça peut aller vite, hein, la résilience, mais quand même au moins quelques années. Et je sais que toi-même, tu as plongé et que tu as restauré du corail aux Seychelles, et je pense que tu as vu assez rapidement les effets bénéfiques. Oui, c'est assez impressionnant en fait de voir à quel point déjà le corail s'installe très vite sur un récif et à quel point en fait la biodiversité revient sur ces zones qui étaient en fait désertées où il y avait très très peu de vie. Donc c'est assez impressionnant et on voit la croissance, on voit les couleurs, on voit voilà, toutes ces choses-là qui reviennent et qui font que l'océan est vraiment un trésor pour l'humanité. Est-ce que justement tu pourrais expliquer un petit peu le corail, ce que c'est, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut le restaurer justement? Alors le corail, c'est un bien étrange animal qui... alors il y a différentes espèces, mais ceux auxquels nous on s'intéresse, qui sont ceux qui construisent des récifs, et donc qui vivent assez proches de la surface, qui ont besoin de la lumière du soleil. En fait, ils vivent en symbiose avec une microalgue, des zooxanthelles, et c'est ces zooxanthelles qui donnent sa couleur, les couleurs assez incroyables des récifs coralliens. Et donc c'est un le corail est un animal, mais qui vit en symbiose avec ce végétal. C'est un mi-animal, mi-végétal. Et quand en fait il est stressé, il expulse sa zooxanthelle et donc il n'a plus de couleur. C'est comme ça qu'il devient blanc. Les épisodes de blanchiment, c'est ce moment où le corail a expulsé son hôte, son ami, et va bientôt mourir. Il n'est pas mort encore quand il est blanc. Quand il est mort, il est vraiment gris, moche. Et d'ailleurs, il n'y a rien de pire quand on voit des touristes qui ne sont pas informés, parce que j'ai pas envie de dire qu'ils ne connaissent rien, c'est juste qu'on ne les informe pas et qu'ils vont sur des sites de plongée en Australie, sur la Grande Barrière, et qui trouvent ça magnifique de voir ces étendues blanches. Et en fait, c'est juste le début de la fin pour ces coraux. Donc ça, c'est le récif corallien, c'est ça. Et alors en fait, c'est assez simple de restaurer ce corallien sans diminuer ce que tu as fait aux Seychelles. Mais disons c'est un animal très résilient. Et donc, si on l'aide à se reconstruire, il va le faire. Encore une fois, s'il n'est pas dans une zone de réchauffement, voilà. Donc, nous, ce qu'on fait, on installe des dômes métalliques et on récupère les fragments de coraux, mais simples. C'est-à-dire que ce n'est pas des fragments morts, mais des fragments qui ont été cassés par l'homme, par des palmes, ou par une tempête. Et on en trouve plein en fait au fond. L'idée, c'est de les récupérer, qu'ils ne soient pas trop gros, pas trop petits, et qu'on puisse les fixer sur ce dôme métallique. Alors pas avec du plastique, hein, avec des petits liens bien métalliques. Et en fait, le corail, une fois qu'il est fixé, il peut croître. S'il est tout seul sur son sable meuble ou sur le fond, il a besoin d'être, c'est un animal fixé. Donc une fois qu'on l'a fixé, en fait, on fait un dôme comme ça, on en fixe un peu à tous les coins, et puis ça va recouvrir en fait tout le dôme au bout d'un an. Déjà, on voit vraiment la croissance, hein, et puis au bout de quelques années, on ne voit plus le dôme métallique, qui par ailleurs ne pollue évidemment pas l'océan. Il y a d'autres techniques avec des bouteilles en verre, si c'est de la silice, donc ça se dissout. Et puis après, il y a des techniques assez innovantes de boîtes qui essayent de créer des super coraux résistants, etc. Nous, on ne travaille pas encore là-dessus, mais pourquoi pas demain, pour justement aller dans des zones plus menacées par le réchauffement.
Et moi, c'est quelque chose qui m'amusait beaucoup, c'était de dire que le corail est comme moi un animal qui supporte assez mal le stress. Et pourtant, on arrive très bien à les restaurer. En fait, c'est un petit peu comme faire des boutures en jardinage finalement. Et en fait, effectivement, ce que tu disais, en très peu de temps, on voit le corail commencer à recouvrir les dômes et à faire un vrai habitat. Nous, en fait, on avait un dôme comme ça sur le site où je travaillais et on avait un locataire, on avait un poisson qui était territorial et qui était là tous les jours sur le récif, qui avait décidé que c'était sa maison. Et on retrouvait voilà, plein d'autres espèces autour et c'était très amusant à voir. Tu parlais tout à l'heure de Tenaka Science. Vous êtes en mesure de mesurer l'impact de la restauration de coraux. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Oui, bah alors, alors il y a des indicateurs de biodiversité qui sont utilisés par l'Office français de la biodiversité. Déjà, c'est le calcul du recouvrement d'une zone par le corail. Et d'ailleurs, cet indice, globalement, pour la France, il est en chute de 29%. Donc, c'est beaucoup. Le GIEC aussi calcule comme ça, c'est le recouvrement global. Et le GIEC qui a 30% des coraux seulement qui sont en bonne santé. Et après, nous, donc on fait des impacts de biodiversité. Donc, on regarde les espèces qui sont revenues sur site. Donc, la diversité biologique, le nombre d'espèces et donc une proportion de recouvrement du corail. Et c'est fondamental en fait de faire des suivis d'impact pour être sûr qu'on est dans la bonne zone, qu'on s'y prend bien. Et puis, comme nous, on a cet engagement par rapport à nos clients, c'est d'avoir un impact. On a cet engagement par rapport à l'océan d'abord, mais avec nos clients aussi. Et donc, eux, les clients ont besoin de mesurer leur impact et de voir qu'ils ont un effet positif sur la régénération. Donc, on a cette plateforme Tenaka Science qui se développe et sur laquelle on est en train d'intégrer aussi des nouvelles mesures d'impact. On réfléchit à mesurer avec l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est les traces laissées par les organismes. Et ça permet en fait, dans une goutte d'eau, de savoir quels organismes sont passés par là. Donc c'est super précieux pour savoir si les organismes critiques, c'est-à-dire qui se plantent, sont là. On ne voit pas des requins, par exemple. On a trouvé des pontes de requins au pied de nos récifs, nos premiers récifs. Donc on sait qu'il y a des requins, mais on ne les a pas vus. Par contre, on a vu les tortues noyées qui s'éclatent. Et c'est notre emblème, c'est la tortue parce qu'elle est très vite, elles sont très vite revenues. Et puis là, récemment, on a fait des vidéos absolument magiques avec des dauphins. La biodiversité est revenue dans une zone qui était très abîmée à l'origine à cause de la construction d'une route. Donc vraiment la main de l'homme. Et aussi par le plastique. C'est-à-dire qu'on a des opérations où il faut, une fois qu'on a restauré le corail, ensuite on ne peut pas le laisser tout seul au début. C'est comme un bébé, il faut un peu s'en occuper. Et donc on va le nettoyer régulièrement, tous les jours au début. Et puis après toutes les semaines, et puis voilà, on va le laisser souffler. Et notamment, donc, il faut gratter des micro-algues qui s'incrustent. Puis on faut enlever les macro-déchets de plastique. Donc ça peut être des filets dérivants. Ça peut être des sacs plastiques qui étouffent en fait le corail, qui l'empêche d'accéder à la lumière. Et ça, c'est très important de faire ça. Ensuite, il y a la question du microplastique. Et là, c'est invisible, mais c'est tout aussi meurtrier parce que le corail se nourrit, il a un estomac. Donc, en fait, le microplastique va remplir son estomac et il ne pourra plus se nourrir. En fait, il va mourir parce qu'il n'aura plus de place pour filtrer ce qu'il mange habituellement. Oui, en fait, complètement. On parle beaucoup d'autres espèces qui sont impactées par le plastique, puisqu'elles s'en mêlent, puisqu'elles sont victimes de tous ces plastiques dérivants. Mais il y a aussi tout ce qui est ingurgité. Tu parlais des tortues, par exemple, les tortues qui se nourrissent de méduses. On en parle assez fréquemment. C'est un exemple un peu plus connu. Et qui, en fait, vont manger des sacs plastiques et remplir leur estomac. Et les coraux, en fait, ont exactement le même problème. En fait, on parle finalement relativement peu de ces impacts-là.
Dans tous les changements d'origine humaine, il y a aussi le gros problème du réchauffement climatique. Tu peux peut-être nous développer un petit peu cet aspect-là aussi? Oui, parce que, alors je disais, on peut restaurer les écosystèmes, mais ça ne servira à rien si on ne diminue pas en parallèle, en même temps et avant toute chose, les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Tenaka, en fait, on est fondé sur une publication de l'année dernière, on a eu l'idée avant, mais de Duarte et Al, dans Nature, qui ont montré qu'associé à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre, toutes les opérations de restauration des écosystèmes pourraient sauver l'océan d'ici 2050 si on protège la moitié de l'océan. Voilà. Il y a 3 facteurs. Avant toute chose, c'est diminuer les gaz à effet de serre. Donc ça, c'est tout. C'est toutes les entreprises, c'est les États, voilà. Si on ne fait pas ça, de toute façon, on n'y arrivera pas. Donc, si on est sur cette trajectoire de diminution des gaz à effet de serre, 2, on protège, on fait des aires marines protégées, et 3, on restaure. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Et donc, Tenaka, nous, on arrive en 3. Mais évidemment, on mesure notre impact et on fait attention. Par exemple, moi, je suis là, ici, à Paris, avec vous, et je ne suis pas allée en Malaisie voir nos beaux coraux. J'adorerais, mais ce n'est pas cohérent avec notre impact. J'irai parce que je suis plongeuse aussi. Donc, la fois où j'irai, ce sera pour vraiment travailler sur la régénération. Mais ce n'est pas une priorité que d'aller voyager là-bas et d'aller voir sur place ce qui se passe. Donc, 1, diminution des gaz à effet de serre. 2, développer les aires marines protégées. Donc, en ça, je suis au bord de la plateforme Océan Climat, qui est un organisme qui prône les solutions venues de l'océan pour lutter contre les réchauffements climatiques. Parce que l'océan, c'est le moteur, c'est le thermostat de notre planète. Et si on ne régule pas le réchauffement climatique, c'est un tout. Et donc, à la plateforme Océan Climat, on est vraiment regarder toutes les solutions venues de l'océan qui peuvent nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une deuxième chose très, très importante. Et la restauration des écosystèmes. Donc là, il y en a un peu partout dans le monde, des tonnes d'initiatives. Et nous, notre objectif avec Tenaka, c'est de le professionnaliser pour qu'il y ait le maximum d'impact qui en est là. Voilà. En fait, c'est totalement en phase avec l'action globale de Shana Schumann, puisque tu parlais de la plateforme Océan et Climat. Une des co-initiatrices de l'appel pour l'océan bien commun de l'humanité, c'est Françoise Gaille, qui est la vice-présidente de la plateforme. Et les aires marines protégées, notre fondatrice Catherine Chabot est très active sur ces thématiques-là, notamment pour la protection de l'Antarctique, et qui est absolument nécessaire, comme celle de tous les océans. Justement, tu mentionnais l'objectif 2050. Globalement, combien de temps est-ce qu'on a pour agir? Il y a un consensus. Les Nations Unies là, ont décrété la décennie à venir, dans laquelle ça y est, on est entré en 2021, décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques et pour la restauration des écosystèmes. Donc on a 10 ans. 2030, je pense que c'est la prochaine date butoir pour qu'il y ait des vraie accélération en fait, de tous ces projets. Et si on a cette trajectoire d'ici 2030 qui va dans le bon sens, alors effectivement, si on s'en réfère aux études scientifiques, d'ici 2050, on pourra avoir régénéré. Et non pas juste restaurer, parce que restaurer, ça voudrait dire revenir à l'état initial qu'on a déjà bien attaqué. L'idée, c'est d'avoir un impact positif. Et si on laisse la nature tranquillement reprendre ses droits, c'est possible. Par exemple, les atolls Bikini qui ont été matraqués par des essais nucléaires, une fois qu'ils ont été protégés, que les essais nucléaires sont arrêtés, la nature est revenue vraiment à l'état avant l'essai en 40 ans. Donc, dans l'océan, c'est assez rapide, c'est quelques dizaines d'années. La résilience océanique est très très forte.
mais il faut lui donner le premier coup de pouce. Oui, en fait, c'est vraiment ça, c'est que les écosystèmes aquatiques ont une grande force et peuvent se régénérer très très vite. Cependant, il faut absolument leur laisser cet espace et leur laisser aussi les températures adéquates. C'est pour ça qu'il faut absolument agir sur le réchauffement climatique et aussi agir sur tous les écosystèmes aquatiques. Nous, c'est aussi une des choses dans lesquelles on croit, c'est le fait, nous, on a développé cette notion d'aquasphère pour rappeler tous les liens entre le vivant, l'homme et l'océan. Et en fait, l'eau sous toutes ses formes, donc nous, on est persuadés, un peu comme chez Tenaka, de l'importance de tous les écosystèmes côtiers, mais aussi d'eau douce, d'eau salée, voilà, faire le lien entre tous ces éléments qui sont tous aussi importants les uns que les autres. On est aussi aujourd'hui là sur le lancement de notre projet Régénération qui cherche absolument à impliquer à la fois tous les écosystèmes, mais aussi tous les acteurs, y compris les entreprises. Et c'est aussi le thème du salon aujourd'hui, l'action RSE. Selon toi, quel est le rôle des entreprises dans la régénération? Il est fondamental, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent plus nier leur impact. Alors, la première chose, c'est déjà de mesurer son impact. Et ensuite, en fonction de son impact, agir. Au minimum en compensant et au mieux en régénérant, c'est-à-dire en essayant d'avoir un impact positif. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience, et notamment des collaborateurs, et que les pollueurs-payeurs, c'est juste la base. Après, nous, on veut accompagner les entreprises qui ont un lien fort avec l'océan et qui veulent donc avoir une action qui correspond aussi à leur mission, à leur centre d'intérêt. Alors, par exemple, des chefs ou chefs d'entreprise qui sont plongeurs, qui sont surfeurs, on parle le même langage en fait. Donc, on peut imaginer des programmes de restauration avec eux. On peut aussi, la compensation carbone, c'est évidemment quelque chose de très séduisant. Donc, tout le monde en ce moment est en train d'essayer de calculer les compensations carbone par les mangroves. C'est pas si simple à calculer. On ne peut pas faire les mêmes erreurs que sur Terre avec la compensation carbone des arbres. Mais c'est quelque chose aussi, le blue carbone qui est en train de se développer. Et nous, avec le projet de restauration de mangroves, on travaille là-dessus aussi avec les entreprises. Mais c'est pas un blanc-seing à polluer. Donc, c'est pas non plus quelque chose que l'on... ce qu'on développe nous surtout, c'est l'impact de biodiversité et retour de la biodiversité. Et parce que la restauration des coraux, c'est une lutte. Les récifs coralliens, ils absorbent 97% des énergies des vagues d'éboules, et donc ils protègent en fait les côtes. C'est bien vu pendant les tsunamis en 2004 où les zones où les récifs étaient intacts, on était bien plus protégés, malheureusement que les zones qui les récifs étaient dégradés. Donc il y a cet impact-là, il y a un impact nourricier, ça c'est l'alimentation de toutes ces zones, les poissons, les crustacés, les algues, et donc il y a un impact économique très fort des récifs coralliens, et notamment la France qui est quatrième en termes de superficie de récifs coralliens au monde, avec sa deuxième territoire marin au monde. Les retombées économiques ont été évaluées à 37 milliards d'euros, c'est énorme. C'est des retombées économiques lesquelles on ne peut pas passer. Donc pour les entreprises, on est en train de parler le même langage. Et oui, en fait, effectivement, avec la France, qui a un des plus grands territoires marins au monde, le rôle des entreprises françaises est de plus en plus important et absolument nécessaire si on veut pouvoir aller plus loin. Merci pour tes réponses, Daniel. Est-ce que tu pourrais juste nous dire où est-ce qu'on peut retrouver Tenaka? Évidemment, sur le salon aujourd'hui, mais on peut aussi vous retrouver sur vos réseaux. Oui, bien sûr. Donc, c'est tenaka.org sur Internet, tous les réseaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Et venez nous voir, sur le salon. On a plein de choses à se dire. Merci beaucoup, Marie, pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, on se retrouvera un peu plus tard pour parler à nouveau de l'importance des écosystèmes côtiers dans la capture de carbone. Merci de nous avoir écoutés.